8h20. Georges s'est installé en studio pour la chronique Afrique Noire. Bonjour, Georges. Bonjour, Caro. Alors voilà, tiens, je te demande... Oui. Le micro de notre invité. Oui, voilà, il est ouvert. Très bien. Alors, Georges, je peux juste... Oui, voilà, remonter mon micro comme ça. On s'installe tranquillement. Ouais. Georges, qui est sociologue, passionné et comment le présenter? D'Afrique Noire, voilà. Tu as un invité ce matin pour nous, avec nous. Alors, il est étudiant en analyse politique congolaise. Éric, alors là, vous m'aiderez. Tidongo. Voilà. J'espère que je prononce comme faux. Oui, c'est exact. C'est exactement ça. Tout à fait. Eric Tidongo. Voilà. Alors, on va parler, bien sûr, de politique congolaise ce matin, Jean. On va revenir sur le Congo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Congo. Hein? On a parlé de la Côte d'Ivoire, on a parlé du Gabon. On était dans une série de chroniques sur la démocratie africaine. La démocratie, et c'est pas terminé parce que le cas du Congo particulièrement, on en parle depuis très 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 longtemps. Et là, on parle de 2021. C'est-à-dire que, écoute, il y aurait, soi-disant, des élections en 2021. Et moi, je pense que, mais ces élections en 2021, la perspective, du moins, c'est une grosse imposture. C'est une grosse imposture parce que il n'y aura rien. Il n'y aura rien parce que le régime qui est là depuis 1997, c'est un régime qui est arrivé au pouvoir par coup d'État. Et ce régime qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État avec une guerre civile sanglante, c'est enrobé des oripeaux d'une démocratie, c'est-à-dire c'est une démocratie de façade, c'est-à-dire c'est une démocrature, parce que il s'habille de la démocratie, alors c'est une dictature, tu vois. Ouais. Et chaque fois, tranquillement, ils organisent des élections qu'ils ont gagnées d'avance. Et quand il y a suffisamment de preuves qui montrent qu'ils n'ont pas gagné et qu'il y a une autre personne qui est de l'opposition qui a gagné, on prend cette opposition, on le met en prison et il croupit en prison. Ouais, c'est un modus operandi. Un modus operandi d'un pays à l'autre, mais particulièrement le Congo-Brazzaville est l'épicentre de cette démocrature en Afrique parce que en RDC en face, tu vois très bien qu'on a eu quand même un changement de régime, même s'il y a des trafics derrière, mais le président Kabila n'est plus président Kabila. Ouais. En Angola, à côté, Dos Santos, qui était président pendant très longtemps, a cédé la place à une autre personne, tu vois. Mais au Congo-Brazzaville, au Gabon, à côté, c'était le père, mais c'est le fils maintenant. Mais en fait, il y a eu quand même changement, même s'il y a des choses qui sont pas parfaites. Donc, on va parler du cas du Congo-Brazzaville, et notamment dans cette perspective des élections de 2021, que je dis une fois de plus, c'est une imposture. Parce que, évidemment, le régime qui est en place n'a jamais gagné une seule élection. Alors, Georges, est-ce que ton invité partage la même analyse que toi, Monsieur Tidongo? Est-ce que vous partagez l'analyse que fait Georges du Congo? Oui, en fait, en effet, dans le fond, je partage son analyse, qui est très pertinente d'ailleurs. Mais il s'agit en fait de situer le contexte sur deux volets rapidement. Il y a le contexte politique et sécuritaire actuel du Congo-Brazzaville et le contexte économique. Ouais. Et au niveau du contexte politique et sécuritaire, c'est une situation délétère, puisque quand nous parlons en fait des perspectives des élections de 2021, nous faisons une rétrospective sur la situation actuelle et partir voir d'où cette situation part. Et cette situation part de 2016, de façon récente. Donc 2016, plutôt un peu avant 2016, donc 2015, ouais. Il y a eu un contexte de tension politique parce que le président de la République, donc M. Denis Sassou Nguesso, était normalement vers la fin du terme de son mandat, donc du mandat qui allait de 2002-2000, donc c'est des mandats de 7 ans, de 2002-2009 et de 2009 à 2016. C'est quand même des bons mandats, là, 7 ans. Il s'est un peu taillé une constitution à sa mesure. Sauf que lorsque cette constitution est élaborée en 2002, la constitution avait des verrous intangibles. Et parmi ces verrous intangibles, c'était le non-changement, la non-prolongation des mandats. Donc, quand le président arrivait au terme de ces 2 mandats, il devait donc
évidemment, en tant que président sortant, organiser une élection paisible pour aller vers l'alternance politique. Sauf que... serait dans la logique des choses. Voilà, c'est ce qui serait dans la logique des choses. Aussi, l'âge aussi, Eric. Effectivement, et l'âge. Puisque il y avait l'âge, mais l'intangibilité, c'était surtout l'article 85, c'était surtout sur le mandat. Le 2 mandats, pas plus. Sur le 2 mandats, pas plus. Et ce verrou, donc le président de la République, comme l'a décrit précédemment Monsieur Georges, puisque c'est un dictateur qui s'est mué en démocrate, mais qu'on disait sous le jargon de démocrature, il a pensé donc aller vers un changement de constitution, un forcing. Ça a créé des tensions politiques parce que l'opposition s'était organisée de manière, il y a eu des plateformes, notamment 2, qui se sont organisées de manière à vulgariser le refus du changement de cette constitution de 2002. Mais malheureusement, c'est pas allé dans le sens que l'opposition souhaitait. Donc vers novembre 2015, Monsieur Sassou, fait par la répression, a maté la population qui protestait, a muselé l'opposition et est allé vers un changement de... Et j'imagine comme dans plusieurs pays où il y a la dictature, l'armée est derrière Sassou Nguesso. On peut supposer que c'est l'armée qui... effectivement, c'est un appareil. Il contrôle l'appareil d'État depuis presque son arrivée au pouvoir, donc dans un premier temps depuis 1979. Et donc, c'est un dictateur qui est au pouvoir depuis un peu plus de 30 ans actuellement. Et donc dans cette situation, c'est le contexte de fond en fait qui fait que à partir de 2000, le changement de la Constitution, il change la Constitution en 2015, il organise une élection anticipée en mars 2016. Au lieu de juillet comme il était convenu. Au lieu de juillet comme il était convenu. Et il l'organise donc sous couvert de sa nouvelle Constitution. Et il y a bien sûr des opposants qui se sont dit, nous sommes des démocrates, nous voulons mobiliser le peuple, et bien le peuple est contre ce changement, donc nous allons avec M. Denis Sassou Nguesso afin de lui montrer que le peuple ne veut pas de lui. Voilà. L'opposition a participé, et il y a eu déjà cafouillage donc électoral, puisque l'appareil électoral est contrôlé par le pouvoir en place. Et les élections ont été truquées. Dans les chiffres collectés compilés par l'opposition, M. Denis Sassou Nguesso n'a pas été il est arrivé quatrième. Il est arrivé quatrième, mais il s'est imposé donc en disant qui celui qui était élu. Et donc de là, il a embastillé toute l'opposition et notamment Monsieur Jean-Marie Michel Moukoko et d'autres opposants comme Okombi Salissa qui aujourd'hui est devant la barre en jugement pour insurrection et Monsieur Moukoko oui, Okombi Salissa et Moukoko, c'est tentative à la sûreté. Tentative à la sûreté de l'État. À la sûreté de l'État. Un truc comme ça. Ils ont une. Oui, on trouve toujours des bonnes raisons pour finalement les emprisonner. Oui, Georges. Oui, non, mais ce que j'allais dire, c'est renforcer cela. Ils sont en ce moment en train d'organiser des procès qui sont des procès creux. Des procès staliniens. C'est-à-dire que les gens apportent suffisamment de preuves pour démontrer que, évidemment, c'est un procès creux. Eh ben non, mais la condamnation est là, on les garde en prison. Je pense que c'est cela, Eric. Moi, j'ai une question concernant mon parallèle, ma comparaison tient peut-être pas bien la route. Là, je pense au Venezuela où Maduro a fait changer la constitution un peu lui aussi et s'incruste au pouvoir. Et là, il y a évidemment la communauté internationale qui est du côté de Guaido. Pourquoi la communauté internationale se lève pas pour chasser Sassou Nguesso du pouvoir? Est-ce qu'il y a des mouvements? Est-ce qu'il y a une contestation? Vous luttez, oui, vous êtes bien actif et proactif, là, mais... Oui, mais déjà, cette notion de communauté internationale aussi, il faut bien avoir une vue critique sur la communauté internationale. Qu'est-ce que la communauté internationale? Qui représente la communauté internationale? Est-ce que ce sont les États? Est-ce que ce sont les organisations internationales? Ça, on se le demande. Et nous, au Congo-Brazzaville, pour le cas du Congo-Brazzaville, on est en droit, évidemment, parce qu'on a interpellé à beaucoup de fois cette communauté internationale à travers un certain nombre de ces organisations. Le Fonds monétaire
international aussi fait partie de la communauté internationale. Les Nations Unies font partie de la communauté internationale. Ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville a été au su et au vu de tout le monde. Pendant près de 3 ans, le Congo était en guerre, c'est-à-dire le système de M. Denis Sassou Nguesso s'est approvisionné des armes de guerre, c'est clair et net, tout le monde le sait, et les canaux d'achat des armes, la communauté internationale le sait. Denis Sassou Nguesso a dépensé des milliards de dollars à acheter des armes de guerre et il a fait une guerre à l'intérieur de son propre pays. Mais ça, il faudra à un moment qu'il ait un point d'inventaire. Là-dessus, vous avez fait la guerre contre un pays étranger? Non. Mais contre qui vous avez fait la guerre? Contre une personne qui a tenté à la sûreté de l'État, M. Ntoumi. Mais où est-ce que vous en êtes aujourd'hui après 3 ans de bombardement dans le pool? Et Ntoumi a bénéficié d'une amnistie ou bien d'un armistice et en ce moment, il est dans le sérail. Alors, comment expliquer qu'on ait pu mettre en quarantaine une région, la région du Pool, soumettre à des bombardements intenses à l'hélicoptère avec des Ukrainiens qui pilotaient tout, avoir poussé des populations dans leur retranchement dans les forêts, à couper la scolarité des enfants, à brûler des maisons et ainsi de suite, brûler des villages, et qu'on sort comme ça, Ntoumi, celui qu'on poursuivit, qui a permis un peu qu'on fasse toutes ces destructions matérielles, humaines et ainsi de suite, maintenant, il est libre, c'est quand même drôle de voir que cette communauté internationale ne dise rien à Denis Sassou Nguesso pour lui demander mais les armes que tu as achetées là, qu'est-ce que tu en as fait? On a entendu des sourds. Il n'y a pas de compte à rendre là. Eric peut peut-être rebondir là-dessus. En tout cas, ce que je voulais dire. Évidemment, je vais rebondir là-dessus. Parce que Georges a déjà pas mal rebondi. Il a parlé, mais évidemment, c'est déjà dire que cette communauté internationale, c'est une communauté internationale à géométrie variable. Voilà, on peut le dire. On peut quand même... il y a le poids des intérêts dans les relations inter-États. Donc, au sein de cette communauté internationale qui est évidemment constituée des États qui tiennent compte de leurs relations bilatérales et des principes de souveraineté, et des organismes internationaux donc, qui sont comme les entités qui réunissent ces États. Il y a des tensions quant à la manière d'intervenir ou pour quelles raisons il faut intervenir dans tel ou tel pays. Donc, évidemment, comme on le déplore en tant que Congolais, comme Monsieur Georges l'a dit, qu'on est un peu comme les oubliés, en fait, du côté de la farce. Des peuples qui sont abandonnés et sacrifiés sur l'autel, en fait, des intérêts. Et pour conceptualiser, donc, ce cadre de la communauté internationale, il y a quand même une épée de Damoclès qui plane sur la tête de monsieur Denis Sassou Nguesso, parce que la situation dont a parlé monsieur Georges, de la situation du Pool, qui découle en fait des troubles politiques issus du tripatouillage électoral de l'élection présidentielle anticipée de mars 2016. Et donc, pour sortir du bourbier que M. Sassou a lui-même créé son propre bourbier, malheureusement pour les populations, il est donc allé signer un accord avec M. Ntoumi, qui au départ il désignait comme étant un terroriste. Mais après il a signé des accords, il a permis aux combattants, les partisans de Ntoumi, de sortir, dont notamment c'était l'accord avait été signé en juillet 2018, et cela a permis à 85 partisans de l'ancien chef de Ntoumi de sortir, et de cela Ntoumi a bénéficié également d'une amnistie. Donc ils ont levé le mandat d'arrêt international qui pesait sur lui. Et il y a le contexte économique pour parler, donc pour évoquer. Oui, parce que c'était le deuxième volet, vous parliez du contexte politique et économique. Donc sur ce que M. Georgie parlait. Le contexte économique, il est vraiment paradoxal. Il est paradoxal parce que le Congo sort en 2010. Le Congo atteint le point d'achèvement pour l'initiative pays pauvres très endettés. Donc la communauté internationale
accepte que le Congo, pourtant pays pétrolier, mais on accepte qu'il accède donc au statut des pays pauvres très endettés, vu qu'elle avait une dette colossale. Et cette dette avait été revue à parce que balayée complètement, oui, là. À 20%. Donc, en 2010, la dette congolaise est carrément à 20%, et il s'avère que entre 2010 et 2014, le prix du baril du pétrole, il était haut, et le Congo, en tant que pays producteur du pétrole, a donc engrangé des revenus estimés, qui étaient estimés à 14 000 milliards de francs CFA. Bon, l'équivalent en dollars. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent en dollars. Et même malheureusement, c'est embelli. Donc, d'un point de vue du PIB, parce qu'il faut que nous le disions, le PIB ne traduit pas forcément l'embellie économique. Et sur le terrain, on peut supposer que les gens n'ont pas la croissance, une meilleure qualité de vie. Donc, quand on parle de croissance économique, un pays, par rapport à ses revenus, peut avoir un bon PIB, mais par contre, si cette croissance économique n'est pas traduite au niveau, traduite au niveau du développement, de développement humain aussi, voilà, de l'indice humain, donc de ce pays-là, alors là, on ne parle pas de développement. Parce que généralement, les analystes s'appuient sur le PIB, alors que dans les situations des pays comme le Congo, on fait dire un peu ce qu'on veut. C'est un paravent, en fait. C'est une grosse escroquerie. Donc la situation économique, malheureusement, elle devient délétère en vers 2015-2016. Et notre interrogation en tant que Congolais, où sont partis les bénéfices, tout cet argent, et qu'a fait le gouvernement pendant le temps où sa dette avait été revue à la il n'y a pas de réponse à cette question-là. Il y a des réponses. Les réponses sont lesquelles? Eric, avant que tu donnes la réponse, je vais ajouter un élément et puis je te laisse donner les réponses. Mais l'autre chose, Carlos, c'est de comprendre que depuis bientôt 2 ans, le Congo n'arrive pas à avoir un accord avec le Fonds monétaire international pour avoir, n'est-ce pas, la possibilité, n'est-ce pas, de comment on appelle ça, d'avoir en fait la solvabilité pour relancer son économie. Les institutions financières. Pourquoi est-ce que le Fonds monétaire n'arrive pas à conclure cet accord avec les gens du régime de M. Denis Sassou Nguesso? C'est une très 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 bonne question. Maintenant, je voulais voter c'est une très bonne question sur la situation économique. La question se pose, c'est parce que entre 2000, il s'est maintenant avéré qu'aujourd'hui, qu'entre 2010 et 2015, le Congo s'est lancé dans ce qu'ils ont appelé, le gouvernement a appelé la municipalisation accélérée, dans la construction d'un certain nombre d'infrastructures, mais au lieu d'utiliser ces fonds propres, le Congo a presque construit ces infrastructures en dehors des infrastructures routières, mais certaines d'entre elles sont plus des éléphants, des éléphants blancs. Et le Congo l'a fait sous endettement, par endettement de crédit chinois. Des fonds étrangers, notamment chinois, parce qu'aujourd'hui, il s'est avéré que le Congo, la Chine détient 28% de la dette extérieure du Congo-Brazzaville. Oui, on connaît les visées des Chinois sur l'Afrique et pas seulement au Congo. Oui, et en Asie aussi. Effectivement. Et malheureusement, tous ces accords que le Congo a signés, il les a signés en sous-table, sans transparence au niveau des institutions financières internationales. Et donc la question, puisque le Congo arrive dans le contrôle du FMI en 2016, les institutions internationales lui demandent de faire de la transparence sur sa gestion économique. Et c'est là qu'on se rend compte que les fonds qu'il a engagés ont été dilapidés, puisqu'il engage, le paradoxe, c'est qu'il engage des bénéfices de 2010 vers 2014, mais par contre, il fait certaines constructions
qu'ils appellent, comprise dans la municipalisation accélérée, sous-endettement. Sous-endettement. Ce qui veut dire qu'on endette les générations futures aussi. C'est-à-dire que... Et puis le problème, c'est qu'ils se gargarisent d'avoir construit des infrastructures qui sont pas des infrastructures de qualité, puisque quand il y a une pluie, tout est balayé tout de suite. C'est-à-dire qu'on peut commander une route à $10, ils ne construisent qu'une route à $4. Et les $6 sont dilapidés. Donc, il y a cet tout argent-là cet se environnement. retrouve où dans les coffres oui, dans les paradis fiscaux. C'est là on parlait aussi de cette communauté internationale. Il faut qu'il y ait quand même une vigilance par rapport à la circulation de ces fonds-là. Et cet argent-là aussi est planqué dans les banques occidentales aussi. Donc il y a quand même aussi une chose qui est assez bizarre là-dessus. Un pays, mais le Congo-Brazzaville, le Caro, c'est 4 millions d'habitants seulement. 4 millions, donc la moitié de la population du Québec. Mais un pays immensément riche, comme on vient de le dire, parce qu'il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi d'autres commodités, comme le diamant, comme le bois et tout. Mais on ne voit pas cet argent et on se demande comment se fait-il un petit pays avec 70 000 fonctionnaires seulement, parce que c'était un pays marxiste quand même. Hein? On n'a pas encouragé l'initiative privée. Donc les 70 000 fonctionnaires que le gouvernement doit s'en occuper n'arrivent même pas à payer les salaires de ces 70 000 fonctionnaires qui ne représentent même pas le nombre de salariés d'une grande entreprise québécoise, tu vois. Alors donc, il y a quand même quelque chose de louche, il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible dans la situation du Congo, et c'est là où on aimerait quand même qu'on en termine avec M. Denis Sassou Nguesso qui est au pouvoir depuis 40 ans, qui a entraîné ce pays dans un marasme incroyable comme nous le connaissons aujourd'hui. Et nous relançons cet appel-là. Il faut que pour 2021, là, enfin moi je dis 2021, c'est pas que je sois aligné sur le calendrier de M. Denis Sassou Nguesso, mais les Congolais doivent aussi prendre leur responsabilité le plus tôt possible, qu'ils soient dégagés de cet endroit-là, parce que il ne réglera pas le problème s'il se représente en 2021, ça ne fera que repousser la souffrance. Éric, en conclusion, parce que je vois que le temps file, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que on est 2021, c'est un objectif réaliste pour se débarrasser de Sassou Nguesso? Non, je suis très sceptique. Je posais la question. Je suis très sceptique à propos, parce que au sortir donc de la crise de 2016, M. Denis Sassou Nguesso a muselé l'opposition, et par rapport à cette situation économique, donc il peine normalement à retrouver un accord avec les institutions internationales, et donc la question se pose ici, c'est celle de la réorganisation de l'opposition congolaise en vue d'abord de redorer son blason, de rétablir la confiance avec le peuple, avoir un leadership et aller donc ne pas obéir, peut-être comme a dit M. Georges, au calendrier de M. Denis Sassou Nguesso, mais elle doit trouver des stratégies de cohérence surtout, de cohérence, parce que l'opposition telle qu'elle est laminée, elle est généralement divisée, mais c'est une stratégie de ce dictateur-là afin de l'affaiblir. Et donc elle doit se rétablir, se remettre en confiance pour se remettre en confiance avec la population. Mais la question également, je la pose parce que la discussion reste ouverte. Sous quel leadership? La question reste ouverte, effectivement. Et on n'aura pas fini d'en parler grâce à Georges et ses invités. À chaque deuxième, on continuera. La prochaine fois, ce sera le droit. Sur le droit, hein, le droit au Congo-Brazzaville, évidemment, à l'épreuve du politique au Congo-Brazzaville. Excellent. Bon, on se fie sur vous, messieurs, pour continuer à continuer le combat, finalement. Absolument. Merci beaucoup à vous deux. Merci Éric Tidongo. Merci Georges Goma. Merci. À dans 2 semaines. Merci beaucoup. Dans quelques minutes, on parle sport avec Dominique Girard.